Bonsoir à tout le monde. Le propos de ce soir, psychologie et phénoménologie dans le Mahayana, dans la philosophie Mahayana. Tout d'abord pour commencer, Thomas, je pense toujours à toi pour le plan du cours. Tout d'abord pour commencer, en introduction, le contexte général du Mahayana. On en a déjà parlé, je crois que c'était dans le deuxième cours, quand on présentait les différentes philosophies de l'esprit. On va juste rappeler un petit peu le contexte général. Et ensuite, on va présenter ce qui me semble constituer un modèle cognitif basé sur l'expérimentation. Alors, il va y avoir des mots qui viennent du sanskrit, mais on va les expliquer. Donc, un modèle avec 5 skandhas, 8 consciences et quelques kleshas. Alors, plutôt que de vous les détailler maintenant, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ok. Le contexte général du Mahayana déjà. Le Mahayana est une des voies de ce qu'on appelle en Occident le bouddhisme, que Lama Phuntsho nous présentait il y a quelques semaines. Or, j'en discutais il y a quelques temps avec un enseignant du bouddhisme qui me disait « Ce mot est un néologisme, ce sont les Occidentaux qui ont créé ce mot. » Et cet enseignant me disait « Traditionnellement, nous nous appelions les pratiquants du Bouddha Dharma. » Dharma veut dire enseignement, veut dire vérité, une vérité sans doute plutôt que la vérité. Il veut aussi dire phénomène au pluriel, il veut aussi dire voie, une voie. Et Bouddha signifierait capacité d'éveil ou éveillé au sens d'un adjectif, quelque chose qui est éveillé. Si on fait une traduction de Bouddha Dharma, on pourrait dire voie d'éveil ou vérité éveillée. Vérité vers l'éveil ou voie déjà éveillée. C'est juste pour dire, voilà, parce que des fois on dit le bouddhisme et puis on a tendance à dire oui, le bouddhisme est une religion. En fait, le bouddhisme est une philosophie, sans doute, un corpus de pratiques psychophysiques. C'est aussi une science, ça, encore faudrait-il le démontrer. En tout cas, ce n'est pas théiste. Or, en Occident, on a tendance à dire religion quand il y a la notion d'un dieu, d'un théos. En l'occurrence, ici, ce n'est pas le cas. Donc, bien sûr, nous sommes dans ce qu'en Occident on appellerait le bouddhisme, avec la réserve de ce que nous venons de dire juste avant. Différentes vues philosophiques dans le bouddhisme. La voie dite Hinayana, celle du petit véhicule, on en a parlé dans le deuxième cours. Au début de l'année, les voies Vaibhashika et Sautrantika. Et une autre grande école, le bouddhisme Mahayana, c'est celui qu'on va regarder aujourd'hui, dit grand véhicule avec les voies dites Chittamatra, c'est celle encore plus en détail que nous allons exposer aujourd'hui, et la voie du Madhyamaka. Spécificité du Mahayana dans le bouddhisme, si on sépare le bouddhisme en deux grandes écoles, Hinayana, petit véhicule, et Mahayana, le grand véhicule, l'école dite petit véhicule se revendique proche de la tradition orale de la personne qui est à la racine de toute cette tradition. C'est une voie qui est basée avant tout sur l'ascèse, sur la rigueur et sur la discipline. Ce qui est visé dans cette voie-là, c'est la libération personnelle, se libérer de quelque chose. Comme j'ai l'impression qu'on est parti dans un truc un peu austère, je vais le dire avec des bêtises, mais se libérer de quelque chose qui nous pourrit la vie, quoi. C'est pas un grand... bon, voilà. Ça ne vous a pas fait rire, mais je suis habitué maintenant. Le Hinayana, on est un peu dans... Je dis bien un peu dans les austérités, rigueur, discipline, se libérer soi-même de quelque chose dont il est vraiment urgent de se libérer. Dans le Mahayana se base sur une idée du Hinayana, mais on va être dans une voie de libération altruiste, où, je vais essayer de vous le dire en une ou deux phrases courtes, ayant réalisé le besoin de se libérer soi, il devient urgent de se dire que les autres aussi ont besoin de libération. Et donc du coup, la libération n'est plus personnelle, mais interpersonnelle. On ne va plus tellement être dans des pratiques basées sur les austérités, la rigueur et la discipline, même si elles sont présentes encore, mais sur des pratiques basées sur l'idée de la compassion.
Alors, moi, je prétends pas savoir ce que c'est la compassion, mais il y aurait une impression de « c'est quand même dommage que les gens souffrent ». Donc voilà la spécificité du Mahayana. Bien sûr, il y en a beaucoup d'autres, mais pour le résumer en quelques termes, voilà ce qu'on pourrait en dire. Pour donner un contexte historique, le Mahayana apparaît en Inde au second siècle, en Inde du Nord. D'abord avec la tradition Madhyamaka qui va avoir pour spécificité de réfuter les phénomènes conceptuels, la nature conceptuelle des phénomènes. Ça, c'est la tradition de Nagarjuna au second siècle. Et puis, 2 siècles plus tard, 4e siècle, c'est Vasubandhu et Asanga qui vont proposer le Chittamatra, une forme de bouddhisme idéaliste. Alors, idéaliste au sens de ce grand monisme idéaliste de l'esprit. Pour cette raison, on appelle leur école Chittamatra l'école de seulement l'esprit. Ça a été traduit parfois par l'esprit seul, mais c'est pas une question d'isolement ou de solitude. C'est l'idée qu'il n'y aurait que l'esprit. Chittamatra et Madhyamaka se sont pas mal disputés, on pourrait dire, mais ils ont aussi trouvé de nombreux terrains d'entente, surtout sur les pratiques. Le Chittamatra s'appelle aussi parfois le Yogacara, la voie des pratiquants des yogas. Et l'aspect pratique, ça, on en reparlera beaucoup plus tard dans l'année. Création vers le 2e, 4e siècle, et puis le bouddhisme Mahayana se diffuse dans une bonne partie de l'Inde, vers la Mongolie, vers le Tibet, vers la Chine, où il devient le bouddhisme Shan, le bouddhisme Zen, vers le Japon, où il devient le bouddhisme Zen et Zazen. Pendant un bon siècle, forte diffusion du bouddhisme Mahayana dans cette partie de l'Inde. Et une des raisons pour laquelle on parle de ça aujourd'hui, depuis la seconde moitié du XXe siècle, le bouddhisme Mahayana arrive en Occident, où il se déploie dans plusieurs formes. Le zen, dans la tradition vietnamienne, porté par exemple par Thich Nhat Hanh avec le village des pruniers, etc. La tradition zazen, qui vient plutôt du Japon, et la tradition qu'on connaît sous le terme bouddhisme tibétain. Et puis, encore plus récent, fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, il y a des équipes qui prennent des éléments du bouddhisme Mahayana, et en l'occurrence Chittamatra, pour faire de nouvelles voies psychologiques et thérapeutiques. Et là, on a la tradition dite de pleine conscience, avec une déspiritualisation des pratiques et des techniques. Donc on enlève le corpus spirituel peut-être, folklorique, etc., pour dire... Ça, en fait, ça constitue des éléments thérapeutiques, ces techniques de pleine conscience. Et là, on est dans le travail, par exemple, de Jon Kabat-Zinn avec MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Désolé pour mon anglais, comme d'habitude. Réduction du stress par la pratique de la pleine conscience. Et MBCT, thérapie cognitive par la pratique de la pleine conscience, basée sur la pleine conscience. Donc, on voit cette philosophie arriver en Occident, déjà en tant que philosophie. Philosophie, c'est une pensée, c'est aussi une voie à pratiquer, à appliquer, mais aussi en termes de pratique thérapeutique. Et évidemment, c'est là que ça nous intéresse. Alors, quel intérêt en hypnologie ? Déjà, ce qu'on vient de dire, le fait que d'autres avant nous se sont dit on peut récupérer des éléments de cette voie-là pour en faire des outils thérapeutiques. Et puis aussi, comme en hypnologie, regarde un peu ce qui se passe en termes de philosophie, en termes de phénoménologie, en termes de sciences cognitives. Le Chittamatra propose un système cognitif complexe, détaillé. Je vais vous dire autrement ce que moi j'en pense, ou du moins peut-être la naïveté que j'ai pu avoir au début quand j'ai été face à l'étude de tous ces textes-là. Qui aurait pu penser qu'au second siècle de notre ère, en l'an 200, des gens avaient mis au point des techniques cognitives aussi précises ? Eh bien, en tout cas, pas moi. Voilà, peut-être que d'autres n'ont jamais eu cet a priori-là. Mais moi, peut-être un peu formaté par ce que j'ai appris à l'école, qu'en l'an 200, on n'était pas très intelligent sur les questions de sciences cognitives, philosophie peut-être, mais sciences cognitives pas vraiment. Eh bien, j'ai été très surpris de voir qu'il y a 1800 ans, des gens ont eu de telles idées, qu'il y a 1600 ans, ils ont fait des réformes pour proposer d'autres systèmes, et qu'il y a à peu près
800, 600 ans, ils ont synthétisé tout ça pour faire un système cognitif qui aujourd'hui est utilisé par les sciences cognitives occidentales modernes, celles du XXIe siècle. Alors par exemple, pour la fin du XXe siècle, on peut parler de la phénoménologie. On peut parler par exemple du travail de Francisco Varela qui allait étudier avec un enseignant tibétain, Chogyam Trungpa, et sur la base de ses études, il s'est dit il faut ramener ce savoir dans la phénoménologie occidentale. On dit par exemple, je dis on dit parce que je n'ai pas la source de ce que je vais vous dire là, que Husserl, qui est à la base de la phénoménologie moderne, a découvert les écrits du bouddhisme très tard dans sa vie. Et il a été très surpris de voir la similitude entre cette science qui était 2 fois millénaire et son propre travail. Donc voilà pour la phénoménologie. Pour l'aspect psychologie et thérapie, j'en ai déjà parlé. Et puis il y a un vrai apport, du moins une vraie discussion entre la communauté neuroscientifique, sciences cognitives du point de vue du cerveau, et la communauté principalement tibétaine, les porteurs du Mahayana et de la voie Chittamatra. Ça fait une vingtaine d'années que ces gens se réunissent et discutent pour voir qu'est-ce qu'il y a de commun, qu'est-ce qu'il y a de divergent. Et là, je vous renvoie à tout ce qui se fait aux États-Unis dans les séminaires Mind and Life. OK pour le contexte? D'accord. Ça, c'était juste pour le contexte général. Donc le contexte étant dit, je vais quand même faire une petite précision. Je ne prétends pas ici dans ce cours expliquer de manière claire de quoi il s'agit, parce que là c'est une synthèse de centaines et de centaines de textes. Je les base sur 7, 8 ouvrages dans lesquels je suis allé chercher de l'information. Je les base aussi sur un peu d'expérimentation personnelle de ces choses-là. Néanmoins, je pense que ce serait très maladroit de penser qu'on peut comprendre ces choses-là en 1 heure. Je pense qu'il faut peut-être toute une vie en fait pour comprendre ces choses-là. Donc l'idée ici, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut synthétiser ces idées et les comparer avec d'autres systèmes cognitifs, d'autres systèmes psychologiques, par exemple ceux que nous avons vus dans les 4 dernières semaines. Ok? Je vais durer un peu parce que je frémis à l'idée de rentrer vraiment dans le détail. C'est le moment où je me dis, mais dans quoi je me suis lancé? Mais bon, allons-y. 5 skandhas. 5 skandhas veut dire agrégat. T-A-S, composition. 5 skandhas, 5 agrégats qui constituent ce qu'est un être. Un agrégat matériel, 4 agrégats psychiques. Alors regardons un peu plus au détail de quoi, d'après ces traditions, pourrait être composé un individu. 5 skandhas, 5 agrégats. Un agrégat de matière, un agrégat de sensation, un agrégat de perception, un agrégat de formation mentale et un agrégat de conscience. Alors un peu plus au détail. Un agrégat de matière, eh bien c'est ce que nous connaissons sous l'appellation le monde physique. Le corps, les phénomènes matériels, et puis aussi les phénomènes matériels imperceptibles. Par exemple, on pourrait parler dans ça des ondes électromagnétiques. Les objets des sens, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, toucher, sentir, goûter, et les capteurs sensoriels. Tout cet ensemble-là, la matière, tout ce qui est composé par les atomes, peut-être aussi les photons, je ne sais pas trop si c'est des atomes, les photons ou pas, mais tout ce qui est matériel dans l'agrégat de la matière. Ok pour celui-là? Celui-là en général ça va. Pour la suite, il va falloir qu'on soit précis sur les termes. Un agrégat qu'on appelle généralement l'agrégat des sensations, en sanskrit Vedana, qui semblerait vouloir dire ce qui annonce, ce qui informe. Alors, ce qu'on appelle l'agrégat des sensations, c'est une information psychique qui va dire « ça, j'aime bien », ça, j'aime pas, et ça, je n'avais pas perçu que c'était là. Autrement dit, on pourrait dire que c'est une attribution d'appréciation positive, négative ou neutre sur des phénomènes. C'est de nature psychique, ça n'a aucune nature matérielle. C'est une expérience réactive qui est produite par le contact, par
par le contact d'un objet avec des capteurs sensoriels, avec une conscience qui perçoit tout cela. Et sur cette base-là, il va y avoir une réaction. Ah, ça me plaît bien. Oh, non, ça me plaît pas trop. Ou alors, je n'avais pas perçu que c'était présent. Agrégat des sensations. Ça va? Ok. Être attentif sur les mots parce que il ne s'agit pas des sensations au sens « je sens ma jambe ». Bien sûr que je peux appeler ça sensation, mais la traduction de rupa sous le terme sensation n'est pas à propos de cela. Il s'agirait plutôt de « je sens ma jambe et il y a quelque chose qui ne va pas ». Ou alors « je sens ma jambe et quelle sensation agréable ». Ou alors « je n'ai pas vraiment attention au fait que je ressens ma jambe ». Une réaction avec une trivalence. Toujours OK? Ouais. On va continuer à faire attention aux mots. Un agrégat de perception. Alors là aussi, le mot perception en Occident revêt bien des significations. Ce qu'on appelle perception ici, je vous ai donné d'autres possibilités. Samjñā en sanskrit. En anglais, on le traduit parfois par perception, par donc perception, cognition, discrimination. En français, perception, caractéristique ou conceptualisation. On pourrait penser parfois en français que je touche la table, il y a perception de la table. Et bien sûr, personne n'empêchera qui que ce soit d'utiliser ce terme-là pour ce sens-là. Et ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. L'agrégat des perceptions parle d'un acte psychique d'attribuer des caractéristiques à un objet perçu. Attribuer des conceptualisations et des caractéristiques à un objet. Alors, je vais vous donner un exemple de tout ça juste après. Non, peut-être un exemple tout de suite pour l'idée des perceptions. Je vais reprendre la tasse et... Par exemple, la tasse apparaît à mes capteurs sensoriels. Ok. Et à un moment, quelque chose va dire « c'est blanc ». Perception caractéristique surimposée sur l'objet. Quelque chose pourrait dire aussi « c'est rond ». Quelque chose pourrait dire c'est plein, et c'est peut-être vrai pour moi, mais peut-être que c'est faux pour vous, du moins il y aurait une incertitude sur ça. Et voilà, je pourrais rajouter bien des choses sur ça, bien des caractéristiques, bien des attributions de caractéristiques. Par exemple, c'est lumineux ou c'est lourd. Oui. Quand tu parles d'attribution des caractéristiques, du coup, c'est pas de dire la tasse sert à mettre un liquide dedans, c'est comme tu dis, c'est blanc, c'est rond, c'est... Si, les fonctions aussi. Et je pourrais dire aussi, c'est fonctionnel et ça a pour fonction de mettre un liquide dedans. Alors que, pourquoi? En fait, ça ferait un très beau pot pour des géraniums, par exemple, tu vois. Et dans ce cas-là, je l'appellerais pot. Alors que là, je l'appelle tasse parce que je pense que c'est fait pour mettre un liquide dedans. Et ta question est très juste parce que c'est là qu'on voit la proposition, par exemple, du mot conceptualisation prend son sens dans ta question. On va conceptualiser un objet en lui attribuant des caractéristiques. Ok? Ok. Et c'est ce qu'on appelle l'agrégat des perceptions. Quatrième agrégat des formations mentales. Alors là aussi, on va prendre d'autres définitions pour élargir cette idée. Samskara en sanskrit, les facteurs de composition. C'est la traduction officielle. En anglais, mais je vais le traduire depuis l'anglais, les formations mentales, les volitions, les impulsions. En français, on le traduit parfois par formation mentale, force conditionnante, impulsion, acte volitionnel. Alors, de quoi s'agit-il dans l'agrégat des formations mentales? Il s'agit de réactions conditionnantes, une réaction qui va conditionner, et de réactions volitionnelles. Il y a d'une part le fait de conditionner quelque chose, et d'autre part le fait de vouloir en faire quelque chose. Là, on est dans une réaction qui va amener vers l'action. Toujours OK? Non? Tu peux donner un exemple? Ouais, OK. Tasse, réaction volitionnelle, j'ai envie de boire quelque chose. Il faut bien à un moment que dans l'esprit, il y ait eu une réaction et une intention, une volonté, une volition pour que je passe de tasse à boire. Parce que le lien n'est pas évident. Soit, par exemple, avant que je le propose, ça ne te donnait peut-être pas spécialement soif. Voilà.
Merci. Donc, tu vois, et moi, dans mon esprit, à un moment, bah, il y a une réaction volitionnelle. C'est plus clair comme ça? Je vais donner un exemple après avec les 5 agrégats. Vous m'excusez pour la voix et la voix ce soir, mais comme j'ai la crève, c'est un peu difficile de parler. Mais par contre, c'était un bon entraînement pour parler moins vite aujourd'hui. Franchement, c'est très agréable. C'est mieux? Tu devrais tellement des malades. À la fin de l'année, j'aurais trouvé l'équilibre. Peut-être avant ça. Et puis, 5e agrégat, un agrégat de conscience. Et vous savez à quel point en hypnologie, on se méfie du mot conscience. D'autant que dans ce qu'on va présenter aujourd'hui, il y en a 8 des consciences. Donc, l'agrégat des consciences, en sanskrit vijnana, ce qui connaît, ce qui a connaissance. En anglais, consciousness, discernement, je ne sais pas si c'est vraiment un mot anglais. En français, les consciences, les phénomènes attentionnels. L'agrégat des consciences, c'est le fait qu'il y a connaissance par les sens et par le mental. Donc 5 agrégats. Un agrégat de matière, de forme matérielle. Un agrégat, qu'est-ce qu'on avait dit pour le deuxième? Un agrégat de sensation, j'aime, j'aime pas, ça me laisse indifférent. Un agrégat de perception, je vais attribuer des caractéristiques à ces formes que je perçois. Un agrégat de formation, je vais réagir avec une impulsion, une volition face à ce qui est perçu. Et en soi, le fait qu'il y a attention à, connaissance de, perception de différents phénomènes. 5 agrégats. Est-ce que ça va pour la théorie? Ok. Alors, on pourrait donner un exemple. Voilà, imaginons par exemple que ce soit le téléphone de Théo, il a disparu du coup. Imaginons que ce soit un téléphone iPhone 6 par exemple, que personnellement je ne possède pas et Théo me l'aurait prêté par exemple pour le timing de secours. Eh bien, d'abord il y a un agrégat de matière. Il y a le téléphone iPhone truc, et puis il y a aussi mon œil, le nerf optique, etc., le cerveau, etc. Il y a une rencontre et un contact. Jusqu'ici, nous sommes dans la matière. Et puis, il y a un agrégat de conscience, quelque chose prête attention au fait que cette forme est présente. Vous me dites si l'exemple n'est pas clair. Hein? Et puis, je vais attribuer des caractéristiques. Par exemple, c'est un téléphone à la mode, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? C'est noir, c'est brillant, c'est doré, c'est léger, c'est beau. Je vais attribuer des caractéristiques à cet objet qui, en soi, ne les possède pas. Ce ne sont que des caractéristiques conceptuelles. Et puis, bien sûr, je vais me dire « Oh, j'aime bien. Il me plaît bien, dis donc celui-là. » On est vraiment dans un « j'aime » très important. Mais peut-être que ça contient aussi des « j'aime pas tant que ça », parce que, par exemple, peut-être que je vais me dire « ça me laisse complètement indifférent, en fait, en soi. » Ceci, par contre, ça me plaît beaucoup. Donc, différentes sensations sur les différentes parties. Et puis, bien sûr, il va y avoir une formation mentale, une réaction volitionnelle. J'aimerais bien qu'il soit à moi. Et le mettre dans ma poche. Simple comme exemple. Là, on voit la réunion des 5 agrégats. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 formes de bouddhisme, Hinayana et Mahayana, qui reconnaissent toutes les 2 l'idée des 5 agrégats, il n'existe rien d'autre que les 5 agrégats. Alors, figurez-vous qu'il y a... Je ne sais pas combien de personnes, mais ça fait pas mal de générations et de milliers d'années que des gens essayent de démonter cette idée qu'il n'existe rien d'autre que les 5 agrégats. Eh bien, personne n'a réussi à démontrer ça jusqu'ici. Vous pouvez lire, si ça vous amuse, les guerres, enfin c'est pas des vraies guerres, hein, mais les querelles sans fin entre bouddhistes et hindouistes dans l'Inde, du côté chinois, etc. Les disputes entre bouddhistes et taoïstes, mais personne n'a réussi à démontrer qu'il existerait autre chose que les 5 agrégats, un agrégat de matière et 4 agrégats d'esprit. 4 agrégats psychiques, du moins, on pourrait dire. Intéressant parce que ça nous donne à nouveau une nouvelle cartographie de l'esprit. Est-ce que l'idée des 5 agrégats est claire? Le 5e, tu ne l'as pas appliqué au téléphone, tu pourrais faire un... Je suis attentif au fait qu'il y a le téléphone. Je suis attentif au fait que je le vois, déjà, en soi. S'il sonne, je vais être attentif au fait qu'il y a un son qui est émis par cet objet. Et puis, autre type d'attention, je suis attentif au fait que je suis attentif au téléphone, donc à moi-même.
Et puis, on pourrait pousser le truc. Je suis attentif à sa forme, mais je suis aussi attentif au fait que ça me plaît et que je veux l'avoir pour moi, attentif à la sensation. Je suis aussi attentif au fait que il est gris et léger et beau et à la mode, donc aux caractéristiques que je vais donner. Et je suis aussi attentif au fait que j'aimerais bien qu'il soit à moi. Réaction, impulsion. Voilà quelques exemples de ce qu'on appellerait ici des consciences. Ok? Well. Alors si vous vous dites, mais à quoi ça sert tout ce truc? C'est normal. Et là, du coup, je vais vous inviter à vous accrocher pour la suite. Voilà, je vous ai mis dans le PDF différents termes que différentes personnes à différentes époques ont donnés pour les 5 agrégats. Ça évite d'enfermer ces choses un peu... Ces concepts, on pourrait dire, ça évite de les enfermer dans un seul mot. Voilà, par exemple, on peut voir qu'ils sont à peu près tous d'accord pour le mot forme, pour le mot sensation aussi. Après, sur le troisième, là, attribution de conceptualisation, de représentation mentale, de perception, les mots divergent beaucoup et c'est très intéressant du coup. Mais c'est pas sur ça que je voulais vous proposer de vous accrocher. C'est sur la suite. Donc, pour la suite, on va passer au système cognitif dit des 8 consciences spécifiques à l'école Chittamatra. Vous êtes prêts? Alors, avant que je le montre, ce n'est pas plus compliqué que ce qu'on a vu les semaines d'avant avec les sous-personnalités qui discutent, etc. Il faut juste prendre un peu le temps pour voir comment ça marche, quoi. D'abord, un résumé un peu théorique. Pourquoi 8 consciences? 5 consciences sensorielles qui viennent de la réunion d'une faculté sensorielle, vous les connaissez tous, le toucher, le goût, l'olfactif, la vue et l'ouïe. Réunion d'une faculté sensorielle avec des organes sensoriels et avec des objets sensoriels. Par exemple, faculté de voir, mes organes de vue, un objet visible. 5 consciences sensorielles. Celles-là sont assez simples normalement. C'est OK pour tout le monde? 5 consciences sensorielles. 6e conscience, une conscience mentale. Je vais la détailler après. 7e conscience, une conscience mentale, on le traduit souvent par perturbée, mais qui se trompe elle-même. On va montrer pourquoi après. Et 8e conscience, le lieu des expériences, des conditionnements et des tendances. Encore une fois, nous sommes dans une cartographie de l'esprit, nous sommes dans une cartographie cognitive. Donc, la voici, si j'arrive à faire marcher le PDF. Well. Alors, ce document n'existait pas jusqu'à il y a 2 semaines. J'aurais aimé le trouver quelque part, donc il est certainement perfectible. À gauche, j'ai mis les 5 agrégats. Sur la colonne centrale, le fonctionnement des 8 consciences, et puis à droite, j'ai mis un ensemble de notes, des notes générales. Alors, on va essayer de le faire assez rapidement. En bleu, 5 consciences sensorielles qui sont dans le monde matériel. Les objets des sens, odeur, saveur, objets que l'on peut toucher, objets que l'on peut voir ou que l'on peut entendre, les objets et puis les organes qui vont être en contact avec ces objets. Jusqu'ici, nous sommes dans ce que nous, dans notre tradition occidentale, nous appelons le monde physique, n'est-ce pas? Et puis après, c'est pour ça que j'ai mis une séparation en couleur, en vert. On bascule dans ce que nous, dans notre tradition occidentale, nous appelons le monde psychique. Alors, pourquoi je dis nous dans notre tradition occidentale? Parce qu'il faut bien garder en tête que ce modèle vient de l'école Chittamatra, seulement l'esprit. Alors là, c'est très très loin de toute notre considération du monde. Peut-être des exceptions dans cette salle, je ne sais pas, mais en tant qu'occidentaux français du 20e, enfin, nés au 20e siècle, nous sommes plutôt soit matérialistes, soit un peu dualistes. Soit tout est de la matière, y compris mon esprit, soit il y a le corps et l'esprit. Mais l'idée que tout pourrait être l'esprit, enfin, je ne sais pas pour vous, mais elle nous est quand même assez étrangère. Or, c'est leur proposition, c'est la proposition du Chittamatra. Il n'y a pas à être d'accord ou pas d'accord, c'est juste leur proposition. Donc pour eux,
la matière fait partie de l'esprit. Donc il n'y a pas de distinction monde physique, monde psychique. Alors, on n'a pas spécialement adhéré à ces idées-là, mais ce serait complètement dévoyer leur travail que de le récupérer pour le mettre dans une dualité corps-esprit. Voilà le petit bémol que je voulais apporter à cette séparation que j'ai faite moi-même en deux couleurs entre le monde physique et un monde psychique. Les objets des sens, les organes des sens, et puis objets et organes vont être mis en contact avec des consciences sensorielles qui ont pour siège de contact une faculté visuelle. Je vous fais le schéma en entier, puis après on va prendre un exemple complet, ça vous va? Ok. Et puis arrive une sixième conscience qu'on appelle la conscience mentale. Et la conscience mentale va prendre pour objet le contenu d'une conscience sensorielle. Alors par exemple, je vois la petite carte mémoire SD. En me demandant bien d'ailleurs pourquoi elle n'est pas dans l'enregistreur. Mais bon. C'est intéressant en soi. Bref. Aspect perturbé du coup. Oui, on va y revenir parce que c'est en me demandant. Bref. Objet visuel. Tout le monde le voit. Il est un peu petit, mais objet visuel. Ok. Et puis, il y a mon capteur sensoriel, organe de la vue. L'œil avec la rétine, bon, bref, je ne vais pas vous faire le détail de l'œil. L'œil, mais aussi le nerf optique, et puis aussi le cerveau avec l'air visuel dans le cerveau. Tout ça, organe au pluriel, organe de la vue. Là, on est dans le monde physique. Et puis survient quelque chose qui est une faculté visuelle, et tout ça va créer le fait de voir. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait une distinction entre organe de la vue et faculté visuelle? Eh bien, par exemple, si je suis endormi et que je dors avec l'œil entrouvert comme ça, vous avez déjà vu des gens qui dorment comme ça, ou même si je suis dans le coma avec les paupières ouvertes et qu'on met un objet devant mon œil, pour le coma, je ne sais pas, je vais rester dans l'exemple du sommeil. Si je suis endormi avec l'œil entrouvert et qu'on fait passer l'objet devant mon œil, eh bien, il y a bien objet et organe de la vue, mais ce n'est pas en contact avec la faculté de voir. Vous êtes d'accord avec ça? Ça m'arrange bien. Autre possibilité, s'il y a l'objet et la faculté de voir, mais que je n'ai plus l'organe de la vue, imaginons que j'ai eu un accident, par exemple, j'ai encore l'air visuel de nerf optique, mais je n'ai plus l'œil, eh bien, l'organe de la vue n'étant pas complet, il n'y aura pas la conscience visuelle de l'objet. Oui. Là, on est dans la conscience visuelle elle-même. Et la conscience mentale prend pour support la conscience visuelle pour en faire un objet. Et c'est là que c'est une des raisons pour lesquelles on a ramené ce modèle ici en hypnologie. C'est là qu'il y a un truc assez génial et très précis dans le Chittamatra. C'est que la conscience mentale ne perçoit pas l'objet lui-même, mais perçoit un contact de l'objet, de l'organe et de la faculté visuelle, entre guillemets. De manière poétique, on pourrait dire la conscience mentale perçoit un reflet de l'objet, mais pas l'objet lui-même. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une conceptualisation. Ouais, exactement, oui, c'est une conceptualisation. La sixième conscience, conscience mentale, fait une conceptualisation. Et ce que tu dis est parfaitement juste. On va refaire tout le tour une deuxième fois après. La sixième conscience, dans un premier instant de conscience, elle prend la conscience visuelle pour objet. Et là, c'est pure attention. Et l'instant d'après, elle attribue des représentations, des caractéristiques, des conceptualisations en disant « c'est noir, c'est écrit en blanc, ça se détache en deux pièces, c'est une carte mémoire » et un peu plus tard, pourquoi elle n'est pas dans l'enregistreur? Vous voyez, premier instant, pure, alors en français, du moins en Occident, on dirait pure perception, mais là, on n'est pas dans les mêmes vocabulaires. Alors, pure attention, et l'instant d'après, conceptualisation. C'est une carte SD. Bordel, pourquoi elle n'est pas au bon endroit?
Donc oui, bien sûr, la sixième conscience va faire une conceptualisation. Mais juste avant de conceptualiser, elle prend la conscience visuelle pour objet. Elle prend la conscience visuelle, la conscience auditive, la conscience tactile, la conscience gustative et la conscience olfactive. Elle les prend toutes les 5 pour objet. Clair? Oui. Ça m'arrange bien. Une question. Ouais. Entre la conscience mentale et la conscience mentale formatrice, est-ce qu'il y a un filtre? Est-ce qu'il y a un prisme? Oui. Ou est-ce que c'est direct? Il y a un filtre, mais comme je ne l'ai pas encore présenté, celle d'après, tu anticipes sur le... Donc si j'oublie ta question, tu me diras, on y reviendra. Ok, et là, alors, accrochez-vous encore, vous allez voir, si on s'accroche un peu, c'est simple en fait, ce truc. Mais parallèlement à tout ça, la conscience mentale prend aussi pour objet les phénomènes mentaux. Et les phénomènes mentaux, c'est eh bien, nos pensées, par exemple, nos idées, nos souvenirs. Vous voyez le petit flash, par exemple, si je vous dis pensez à votre chambre, ou pensez au visage de votre mère, quelque chose émerge. Ça n'a pas de support matériel, ce n'est pas en contact avec nos organes visuels. Je vous ai proposé un objet visuel, là. Oui, l'image de votre chambre, le visage de votre mère. Quelque chose apparaît. Eh bien, ce quelque chose dans la classification des 8 consciences dans le Chittamatra est un phénomène mental qui vient en contact direct avec la faculté mentale et la conscience mentale. Ce qui fait donc que la conscience mentale prend pour support les 5 consciences sensorielles et les objets mentaux. Toujours clair? Ok. Alors, pour ceux qui font de l'hypnose, ce modèle pourrait expliquer 2-3 trucs. Parce qu'on voit bien en hypnose qu'on touche à un point de confusion entre ces idées-là. La surimposition, par exemple, d'une perception visuelle issue du réel physique, et sa distorsion par la surimposition d'un phénomène mental pour n'en faire qu'une seule chose. Bon, pour ceux qui ne font pas d'hypnose, je suis vraiment désolé pour ma phrase, mais... on voit bien en hypnose qu'on touche à quelque chose dans la conscience mentale, dans son double aspect d'aller saisir un reflet des objets sensoriels et des phénomènes mentaux qui sont imbriqués les uns dans les autres. Tu es d'accord, Thomas? Je suis un peu perdu là. Je vais refaire un long exemple après, alors. C'est un peu comme si on mettait 2 diapositives l'une sur l'autre, quoi. Yeah. Non, c'est plutôt une diapositive d'un objet sur l'objet lui-même. Oui. Les deux sont vrais. Ouais. Ou alors avec une odeur, par exemple, ça peut être une odeur et après d'un coup un souvenir qui vient de aussi. Et alors on plus dans l'hypnose, quoi. Le poulet, l'odeur du poulet. Yes. Et ça, on va y revenir dans un instant. Vas-y. Pour ce que tu appelles les phénomènes mentaux, est-ce que ça fait forcément appel à notre mémoire ou pas forcément? Alors justement, on y vient. Si on est juste au niveau des 6 consciences, ça c'est reconnu par le Hinayana. Et quand on arrive dans le Mahayana, donc et ici dans la voie de Chittamatra, on en arrive justement à ces questions que ces gens se sont posées, parce qu'ils se sont dit, il y a quand même un truc qui cloche, quoi. Il y a un truc qui cloche, justement dans les questions que vous êtes en train de soulever. Alors, ça va nous amener directement à la 8e conscience, et on va sauter la 7e ici, temporairement. La 8e conscience, dite conscience base de tout, Alaya Vijnana. La 8e conscience est le lieu de ce qu'on appelle dans le Chittamatra les tendances karmiques. Si on traduit ce terme-là, on le traduirait par les tendances habituelles. Elle a trois fonctions. Elle a une fonction d'être un support, un lieu. Vous vous rappelez du mot topos, pour Freud, etc. Un support, un lieu, et elle a une fonction d'acquisition. Lieu des tendances karmiques ou tendances habituelles. En tant que support, elle est le support des expériences. En tant que lieu, elle est le lieu des tendances habituelles, des tendances réactionnelles. Et en tant que fonction d'acquisition, elle est le lieu des conditionnements. C'est là que vont se déposer ce qui nous conditionne et ce qui va conditionner. Donc les conditionnements et ce qui va être conditionnant. Et les conditionnements, dans la 8e conscience, Alaya Vijnana, les conditionnements se renforcent par l'habitude ou s'amoindrissent
par changement d'habitude. Et là, encore une fois, pour ceux qui font de l'hypnose, évidemment que ça va nous intéresser énormément. Parce que dans les modèles occidentaux, on n'a rien qui nous explique ces choses-là. Ou alors, peut-être j'ai loupé un épisode, il faudra me le dire, j'y suis ouvert. Donc, pour vos deux questions, mémoire et... Qu'est-ce que tu disais, Grégory? Filtre, prisme, entre les deux. Alors, pour ta question, j'y reviens après. Pour la question de mémoire, une image va arriver. Elle arrive par les organes des sens à la conscience visuelle. Jusqu'ici, elle n'est que image. Et puis, la conscience mentale s'en saisit. Et elle va conceptualiser cette image. C'est une carte mémoire SD typique du début du XXIe siècle, par exemple. Voilà ce qu'on pourrait en dire. Et puis, sur cette base-là, il va y avoir un accès à la 8e conscience. Et là, il va y avoir une réaction et une volition, par exemple. Et moi, j'aime pas les cartes SD. J'aime pas, surtout quand elles ne sont pas dans l'enregistreur. Il faut bien qu'il y ait eu un accès à une mémoire conditionnée pour qu'il y ait une telle réaction. Et c'est là qu'on voit surgir le 5e agrégat. Je l'ai présenté en 4e tout à l'heure. Alors, le 4e agrégat, des formations mentales, quelque chose dans le mental, un acte psychique va se former sur base d'un conditionnement préalable. Ça répond à ta question? Oui. Oui. Ok. Donc oui, bien sûr, il y a un accès à mémoire, mais ce n'est pas qu'une mémoire. Il y a un accès à conditionnement. Et toutes les perceptions par la 6e conscience, conscience mentale, vont être toutes les... Il ne faut pas que je dise perception du coup. Tous les objets disponibles à l'attention vont venir à la 6e conscience, conscience mentale. Et par la 6e conscience, ils vont être conceptualisés, mis en lien avec la 8e conscience, lieu des conditionnements. Et ça va faire une réaction. Et cette réaction va nous ramener à la 7e conscience. Conscience qui se méprend, conscience qui se trompe sur elle-même, conscience perturbée. Et au moment de cette réaction, la 7e conscience va dire « c'est moi ». Ça t'a fait marrer, ça. Je ne sais pas pourquoi. La 7e conscience va dire « c'est moi ». C'est moi quoi? C'est moi qui fais expérience de cela, pour commencer. Qui d'autre que moi pourrait faire expérience de ceci? C'est moi, et moi, virgule, 3 petits points, et tous nos problèmes. Et moi, j'aime pas cette carte, et moi, je suis pas content de pas l'avoir mis dans l'enregistreur, et moi, je trouve quand même qu'on a de la chance d'être au 21e siècle et d'avoir des petits trucs comme ça, alors qu'en 1980, ça remplissait 4 armoires, et moi ceci, et moi cela, et moi, j'aime bien parce qu'elle est noire, et moi, blablabla, blabla. Et là, toutes les émotions vont se déployer. Sur base de quelque chose qui n'est qu'un objet, en Occident on dirait de perception, donc pour eux, qu'un objet d'attention, conceptualisé, mis en lien avec des conditionnements, et sur cette base-là, quelque chose dit « c'est moi qui fais expérience de ceci » et se déploie mes émotions sur base de cette expérience. En fait, c'est une réaction. C'est une réaction, oui. Et la 7e conscience... la 7e conscience a 2 aspects. Un aspect de dire « c'est moi » et elle passe son temps à faire ça. En fait, c'est une conscience mentale, si vous voulez. Traduction de cette phrase, ce n'est qu'une idée. Mais à chaque expérience, cette idée se répète. Et tout comme on ne sent pas l'odeur de son propre nez, tellement on y est habitué, on ne prête aucune attention au fait que quelque chose sans cesse dit « c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi ». Et c'est présent tout le temps. Deuxième aspect de la 7e conscience, alors ici elle s'appelle conscience mentale formatrice, j'ai repris la proposition de Vasubandhu. Deuxième aspect de la 7e conscience, elle permet la continuité. C'est cette conscience qui va permettre à un phénomène d'apparaître dans l'ensemble des consciences et de disparaître, pour qu'un autre puisse apparaître et disparaître, apparaître et disparaître. Et c'est ce qui va créer l'impression du temps, par exemple. Et je ne vais pas m'engouffrer dans ce truc-là.
Est-ce que c'est OK pour le fonctionnement général? Juste après, il y a un exemple. On va tout reprendre avec un exemple. Vas-y, Clément. Donc, aspect immédiat, c'est ce qui crée le temps, enfin, le fonction du temps. Aspect perturbé, c'est ce qui crée l'identification. Enfin, j'essaie de connecter en fait ce que tu as. Oui, c'est ça. Lieu d'identification, oui. Et l'attention, est-ce que ça pourrait être dans la faculté mentale, ou la conscience mentale, ou enfin, est-ce qu'elle est plaçable sur ce schéma ou pas vraiment en tant que... Alors, grande serait la tentation. Je ne sais pas pourquoi je fais ma phrase à l'envers. La tentation serait grande de prendre ce que j'ai présenté la dernière fois, des bases de notre modèle hypnologique, pour les calquer là-dessus. Mais si on commence à mélanger les modèles, non, on va se tromper. Donc non, l'attention au sens de ce que nous avons présenté l'autre fois pour hypnologie n'est pas dans ce schéma. Dans ce schéma, 8 consciences. À toi de voir si elle s'appelle attention, si l'une des parties s'appelle attention, et je serai ouvert à toute proposition. Je l'ai déjà dit plein de fois, je m'ouvre à vos retours, à vos feedbacks, etc. pour que notre modèle, on l'étaye avec tout ce qu'on est en train de présenter, tradition occidentale, orientale, chamanique, dans quelques semaines, etc. Mais pour l'instant, si j'introduis notre modèle dans celui-là, ça va être la confusion pour nous, pour moi et pour vous. Donc non. Réponse courte, non. Grégory? L'émotion, tu la mettrais où là-dedans? Émotion. Qu'est-ce que tu appelles émotion? Bah, déclenchement inconscient quelque part de quelque chose qui naît, qui est moteur, justement. Qui déclenche, alors je ne fais pas vers l'intention, mais qui serait... La réaction émotionnelle? L'évolution, quelque part. Ok. Elle est dans le jeu 6e conscience, 8e conscience, 7e conscience. Quelque chose est perçu, il est conceptualisé, il est renvoyé dans un lieu où les objets sont conditionnés. Et sur base de ça, moi, je réagis. Donc du coup, les sensations, par exemple, la sensation en trivalence, j'aime et je veux, j'aime pas et j'essaye de rejeter, ou je n'ai pas conscience de, ça fait partie de l'émotion, et c'est dans ce jeu de conditionnement. Ok? Ça va pour le concept général? Cool. Alors, j'ai pris un exemple, mais je l'ai construit en séquentiel. Alors, voyons voir. Ah mince. Est-ce que vous voyez? On a du mal à dire les petites Parce que ouais, j'avais prévu qu'on puisse passer d'une diapo à l'autre, mais pas quand on zoome. Non, c'est pas grave. Alors, reprenons le truc depuis le début. Les agrégats à gauche, les consciences au centre et quelques explications sur la droite. Ça, c'est pour le document dans le PDF que vous pourrez consulter. Mais ici, alors là, je suis vraiment désolé pour la vidéo, mais voilà, sur l'écran, on va le mettre en séquentiel. D'abord, un prérequis important. Il ne s'agit pas de quelque chose séquentiel en termes temporels. Les 8 consciences, c'est simultané. Un seul instant, simultané. Et après, elles se dissolvent et elles se redéploient. C'est clair ce que je viens de dire là? Oui. Ok. Là, je le présente en séquentiel pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Alors, d'abord, agrégat de la forme. Rencontre d'une forme visuelle. Allez, on a marre de la carte SD. Les mouchoirs. Voilà. Rencontre d'une forme visuelle avec les organes jusque là-dedans, les organes de la vue. Et il y a un contact de cet objet avec le capteur sensoriel. Jusqu'ici, tout va bien? Ouais. Le contact de l'objet des sens et des organes des sens forme ce qu'on appelle la vue. Et c'est pas parce qu'il y a la vue qu'on voit. Un cadavre, par exemple, il y a un œil, hein, un cadavre frais en tout cas. Il y a un œil. Non, parce que plus tard, mais bon. Et donc il y a un œil, je passe le mouchoir devant, a priori, d'ailleurs je sais pas, mais a priori il y a bref. Passons. Organes des sens et objets des sens forment la vue, mais il n'y a pas le fait de voir.
Deuxième étape, il y a le contact d'une faculté visuelle, donc celle par exemple qu'a un être humain vivant réveillé, un contact de la faculté et de la conscience visuelle avec ce que juste avant on appelait la vue, et ça forme le fait de voir. Oui ? Donc pour notre exemple de la conscience visuelle, eh bien, il y a l'objet, il y a l'organe de la vue, et il y a la faculté visuelle, ils sont tous réunis, il y a une conscience visuelle de l'objet. Ça va jusqu'ici ? Ok ? Et puis à l'instant d'après, la conscience mentale, prête attention à la conscience visuelle, dans laquelle était présent une image de l'objet. Il y a donc attention au fait que l'objet est vu. Prenons un contre-exemple. Ça va être compliqué, mais par exemple, dans mon champ d'attention, par exemple... Il y a un singe qui passe. Oui. On a vu la vidéo. Voilà, on a vu cette vidéo. Dans mon champ d'attention, il y a un singe qui passe. Il est présent en tant qu'objet visuel, mais l'attention ne le donne pas. Je voulais te donner comme exemple, quand je parle, il est présent à ma vue. Là, tu l'es. Là, tu ne l'es pas. Et là, tu es présent à ma vue. Mais si je suis concentré sur Théo et que je lui parle avec beaucoup d'attention, à un moment, je n'ai plus attention à lui. Pourtant, il est présent dans ma conscience visuelle, mais pas dans la conscience mentale. Exemple, quand je préparais ce cours, j'ai lu plein d'exemples sur ça. J'aimerais donner la bonne source. Voilà, Tangro Rinpoche, par exemple, dans un des ouvrages, je vous donnerai la bibliographie à la fin, il dit « Quelqu'un qui lit le journal en mangeant, à un moment, il va être tellement pris par les images, les significations du journal et les histoires que ça raconte, que le goût est présent dans la conscience gustative, mais il n'y a plus aucune attention à l'expérience de goûter, à l'expérience de sentir le goût de quelque chose. C'est présent à la conscience gustative, mais ce n'est pas présent à la conscience mentale. Ça va ? Donc voilà un exemple de comment la conscience mentale va prendre une conscience, ici une conscience visuelle, pour objet. Voilà, je vous l'ai détaillé ici. Au premier instant de conscience, la conscience mentale appréhende une conscience visuelle. Au second instant, elle conceptualise. C'est un paquet de mouchoirs avec un nuage dessiné dessus. Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'en rien, ceci n'est un nuage. En fait, c'est un trait bleu. Mais voilà comment j'ai conceptualisé. Paquet de mouchoirs avec un nuage dessus. C'est amusant, non ? Ça ne vous amuse pas. Au second instant, la conscience mentale conceptualise. Et alors là, c'est subtil. On dit donc que la conscience mentale n'expérimente pas les objets eux-mêmes. La conscience mentale expérimente son propre fonctionnement et la relation aux objets. Et c'est ce qui m'a donné l'illusion qu'il y avait un nuage, là où il y a un trait bleu. Et si on y réfléchit 2 minutes, il n'y a pas de trait bleu en fait, il y a de l'encre. Et après on peut faire le truc comme ça très longtemps, en fait il n'y a pas d'encre, en fait c'est des atomes, en fait il n'y a pas de paquet, en fait il n'y a rien. Il n'y a pas rien, il y a quelque chose, mais il n'y a pas ce que je crois être. Alors après on peut aller loin sur ces idées-là, mais... Bref. On va attribuer des noms, des formes, et des jugements, des conceptualisations, des perceptions et des sensations sur la base d'une conceptualisation d'objets présents dans nos consciences sensorielles. Ma phrase est claire ? Ouais. Ok. Et puis, ça continue. Parallèlement à ça, il y a des phénomènes mentaux. Peut-être le fait qu'un nuage blanc comme ça, peut-être ça me rappelle la douceur, par exemple. Phénomène mental surimposé. Comment est-ce possible ? Eh bien, c'est parce qu'il y a eu un aller-retour. Encore une fois, ce n'est qu'un schéma, tout ça c'est en un instant normalement. Comment est-ce possible que ça m'ait généré l'idée de la douceur ? Eh bien parce que la sensation et la perception vont venir dans le lieu des conditionnements chercher comment ces conceptualisations sont conditionnées, et cela revient à la conscience mentale sous la forme d'un phénomène mental. D'ailleurs, vu comme ça, cette flèche devrait être ici. Je le corrigerai. Ça vous paraît clair ?
Ok. Et puis, à ce moment-là, simultanément à tout ça, dans le conditionnement, quelque chose va dire « et moi j'aime bien me moucher dans quelque chose de doux, plutôt que dans du... imaginons que je n'ai eu que du papier de verre, par exemple. Vous voyez, ça m'aurait fait un truc du genre... Ça pique et puis ça me saoule, quoi. Enfin, soyons clairs, quoi. Ça ne me va pas du tout. Voilà en quelques grandes lignes le fonctionnement des 8 consciences. Alors si on synthétise cette idée, il y a les objets d'essence, ils sont perçus en soi, il y a quelque chose qui les appréhende et qui les conceptualise, qui se met en lien avec les conditionnements, qui sur cette base-là, sur la base de l'identification à un soi, va avoir une réaction émotionnelle. Vous voyez, quand on a décortiqué un peu le truc une demi-heure, cette phrase fonctionne, enfin à peu près en tout cas. Maintenant, à vous de creuser le truc et de voir si c'est valide ou pas. Pas en tant qu'une vérité absolue en soi. Pas pour dire « Ah, mais donc le bouddhisme Chittamatra a raison ». Non, enfin, je pense que ça, ce serait vraiment dommage de chercher ça. Mais plutôt de se dire « Est-ce que ce système fonctionne en soi ?» Et vous allez voir, il pose plein de problèmes, en fait, ce système. Par exemple, il pose des problèmes au niveau du contact. Il pose des problèmes au niveau des moments de conditionnement. La simultanéité des perceptions, des consciences visuelles et des phénomènes mentaux. Et c'est dans ces petits problèmes qu'il y a quelque chose d'intéressant. Et peut-être que, tout comme avec la pleine conscience, on a pu faire des outils thérapeutiques de réduction du stress, et bien peut-être qu'on pourrait faire des outils thérapeutiques de prise de recul par rapport au conditionnement, avec une cartographie cognitive qui nous donne une bonne explication du conditionnement, de la réaction émotionnelle, de comment on se méprend sur les objets. Et je vais faire un exemple très clair sur ça juste après. Et c'est quoi le dernier? Et comment le soi semble être au cœur de toute cette problématique-là. Conditionnement, réaction émotionnelle. Yes. Tu retrouveras ce schéma-là dans les mandalas? Enfin, dans certains mandalas. Je ne sais pas ce que représentent les mandalas, mais peut-être. Si tu vois une connexion, je suis très ouvert à ce que tu nous l'expliques. Mais une autre fois, parce qu'aujourd'hui je suis à la bourre. En fait, j'ai toujours été à la bourre. Mais bon. C'est le lapin, ça. Bien sûr. Est-ce que le fonctionnement général est clair? Cyril? Oui. Il y a un truc que je comprends pas. Comment est-ce qu'on peut parler de contact et d'objet ou plutôt, est-ce que ces objets existent sans toutes ces choses qui sont là pour les appréhender, les poser? Est-ce que ces objets existent sans ce qui est là pour les appréhender? Je pense à ton parallèle avec Husserl, parce que pour lui, il n'y aurait pas de monde sans une conscience pour je ne vais pas dire personnel, mais pour poser ce monde. Ok, alors, quelques mots sur ça. Là, nous entrons, avec de telles questions, nous entrons dans la métaphysique, je crois. Hein. Ou plus simplement, juste, il y a vraiment un objet avec lequel mes sens et les consciences entrent en contact. Ça dépend du point de vue. C'est à toi de voir. Du point de vue de Chittamatra, alors on va rentrer dans ce dans quoi je ne voulais pas rentrer, mais je pense que c'est bien qu'on en parle un instant. Moi, je voulais montrer un système cognitif, et je vous renvoie à ce qu'avait dit Punso dans le début du question-réponse, deux façons de prendre ce que propose le bouddhisme. Soit on prend tout, et dans ce cas-là, ça part du fait que l'esprit est insubstantiel et que tout se projette de l'esprit. Et il l'avait mis comme ça, vous pourrez voir dans la vidéo. Soit on ne prend que la partie psychologie, épistémologie, phénoménologie, et pourquoi pas, ça marche bien. Et il avait dit, mais ça faussera la discussion. Et ben, moi je me dis que la deuxième partie, pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas besoin de forcer l'adhésion au fait que tout est projection de l'esprit pour en faire des outils. Et MBSR montre bien ce truc-là. Pas besoin de croire que tout est esprit pour faire chuter le stress quand on a des problèmes de burn-out, quoi. Alors, maintenant je reviens sur ta question. Du point de vue de Chittamatra, ça part pas de là-haut. Moi, je l'ai présenté en partant de là-haut pour qu'on reste en lien avec notre façon de penser, pour le coup, bien conditionnée. Du point de vue de Chittamatra, ça part d'en bas. Ça part d'en bas et de la Laya Vijnana, dans laquelle existe tout, puisque tout est esprit, se déploie la septième conscience, c'est moi. Donc, du coup, une conscience qui conceptualise un objet. Donc, ça va passer par la création d'un capteur sensoriel, mon œil, pour faire exister l'objet devant moi. Et là, on va en arriver à Matrix. La cuillère n'existe pas, etc. Okay.
Ok? Ça, c'est le point de vue de Chittamatra. Or, je l'ai dit juste avant, ça va poser un gros problème philosophique à des occidentaux comme nous, qui sommes matérialistes et dualistes, soyons clairs, quoi. Et même si on a bien envie de rêver un peu au fait qu'il y a les plans cosmiques, machin, voyages, astro et tout, on aime bien jouer avec ces choses-là, mais on est quand même complètement matérialiste et dualiste. Et moi, j'aimerais bien qu'on tombe pas dans la confusion avec ces trucs-là. Néanmoins, et je le réponds d'autant plus à toi qui est en lien avec nous pour réfléchir à tout ça, comment est-ce qu'on peut utiliser ces choses-là pour faire des méthodologies sans tomber dans leur dogme philosophique et sans non plus rester coincé dans notre dogme philosophique. Et si on arrive à trouver un moyen de faire des méthodologies qui traversent les paradigmes pour faire des outils thérapeutiques sur notre envie de bienveillance, là on aura réussi à faire une approche non dogmatique, et c'est notre intention. Néanmoins, du point de vue de Chittamatra, la cuillère n'existe pas. L'objet n'existe pas. Le Chittamatra dit l'expérience du réel est comme l'expérience d'un rêve. Et dans le rêve se déploient les 8 consciences. Il y a des objets, je les conceptualise, je sais ce que c'est, je sais qu'est-ce qui m'évoque de manière conditionnée et je réagis émotionnellement à ces choses-là. Et le Chittamatra dit c'est un rêve dont il s'agit de se réveiller. C'est pour ça qu'on parle d'éveil. Mais là, on rentre dans de la... pas vraiment religion, mais on rentre dans de la croyance spirituelle dure. En fait, on rentre dans de la croyance philosophique dure, quoi. Parce que si c'est vraiment un rêve, et je vais finir sur ça, si c'est vraiment un rêve, c'est vraiment dommage qu'on se pourrisse la vie avec. C'est ça, en fait, qu'ils disent. Hein. C'est ça que dit le bouddhisme, du moins le bouddhisme Mahayana. Si tout ça est de la nature du rêve, mais alors, pourquoi s'en faire ? Pourquoi avoir peur ? Pourquoi désirer quelque chose qu'on n'a pas ? Pourquoi rejeter quelque chose qui s'impose à nous ? Alors qu'en fait, il n'y a qu'un grand rêve, quoi. Donc, voilà, ça c'est pour ta question. Mais nous, et ça je le redis, nous on ne va pas aller dans cette direction-là. Nous on va prendre le modèle cognitif, et après, on verra bien ce qu'on peut en faire. Claire ? Merci. You're welcome. Eh bien, est-ce que c'est clair pour les 8 consciences ? Oui. J'imagine que tu veux développer, mais tu dis que c'est l'identification à un soi qui déclenche la réaction émotionnelle. Mmh. Tu peux développer un petit peu ou c'est pas... Ouais, non, c'est ok, c'est la suite de mon... Suite et fin de la proposition d'aujourd'hui. Voilà donc pour les 8 consciences. Et nous l'avons dit, et du coup Hermel, ça rejoint ta question, sur la base de la 7e conscience, attribution d'un moi qui fait expérience de tout ça, et réaction de l'esprit. Émotion, dans la racine du mot émotion, au sens mouvement de l'esprit, face au fait que moi j'expérimente ça. Enfin, un reflet de ça dans mon esprit en tout cas. Et là on va parler de klesha. Alors souvent on traduit ce mot-là en Occident par émotion. Or, on ferait mieux de dire mouvement de l'esprit. On le traduit parfois par affliction, par émotion perturbatrice, etc. Restons sur l'idée d'un mouvement de l'esprit qui va réagir de manière conditionnée à l'apparition d'un objet et au fait que l'esprit s'identifie à lui-même en disant c'est moi. Est-ce que ma phrase était claire ? Ok. Trois mouvements de base. Donc 3 kleshas, 3 mouvements, 3 réactions de l'esprit de base, et on en a déjà bien parlé, c'est ceux de l'agrégat des sensations. J'aime, j'aime pas, je vois pas. Qu'on pourrait appeler désir-attachement. Je veux ça et je le veux pour moi et je veux le conserver. Je ne veux pas ça, je veux le rejeter loin de moi et je veux m'en détacher, m'en couper, ou alors je ne vois pas l'objet, je ne réagis pas à l'objet. Je n'ai pas de considération et de lien avec l'objet. Ces 3-là sont assez simples, je pense, surtout qu'on en a déjà pas mal parlé. Alors, des kleshas, il y en a plein de classifications. Je vous ai mis les trois plus connus. Une classification en 5. J'aime et je veux, j'aime pas et je rejette, je ne vois pas. Donc, désir-attachement,
aversion, haine, colère et ignorance, je ne vois pas ce qui est. Et là se déploient deux autres, l'orgueil et l'envie au sens anglais du mot envy. En français, on traduit ça par jalousie et je pense que c'est vraiment erroné. Orgueil au sens de je me compare à l'objet qui est en face de moi. Alors a priori, hein, on va plus se comparer à un autre humain qu'à un bout de plastique carte SD. Je me compare à ce qui est en face de moi. Est-ce que je me sens supérieur ou inférieur ou égal à ce qui est en face de moi? Une réaction automatique qu'on traduit en Occident par orgueil et une réaction automatique qu'on traduit par envie. Et l'idée d'envie, ce serait désir d'être à la place de ce qui est devant moi et incapacité à me réjouir pour ce qui est face à moi. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous allez vous rentrer dans une boulangerie et c'est un jour où ça va pas trop votre humeur, quoi. Et la boulangère vous fait un grand sourire. Du bout de la boulangerie, il y a une file d'attente. Bonjour monsieur, avec un grand sourire. Et là, il y a un petit truc dans la tête qui fait qu'est-ce qu'elle a? Elle va être contente, là, ça m'énerve. Là, on n'a pas que de la colère. On a l'envie parce qu'il y a une incapacité à se réjouir de la situation telle qu'elle se présente. Il y a une jalousie cachée de « j'aimerais bien, moi, pouvoir faire ça là tout de suite. Mais là tout de suite, je peux pas. » Et plutôt que de me réjouir pour l'autre en me disant « c'est super, quelqu'un qui me fait un sourire et qui me dit bonjour alors que j'ai une journée pourrie. C'est cool !» Eh bien, il va y avoir un truc de cynisme, un truc de jalousie, un truc de envie non-réjouissance pour l'autre. Ignorance, désir, attachement, haine, aversion, orgueil, comparaison, envie, incapacité de se réjouir et jalousie de ce qui se présente. Et puis il y a une classification en 6. C'est celle présentée par Chogyam Trungpa, un enseignant du bouddhisme tibétain. C'est un des premiers qui a enseigné aux États-Unis. Je vous dis... comment je vais vous présenter ça? Pourquoi j'ai ramené la présentation de Chogyam Trungpa? Parce que Chogyam Trungpa était l'enseignant principal de Francisco Varela. Francisco Varela qui a inventé les neurosciences cognitives modernes, la neurophénoménologie et qui est à la base d'une bonne partie de ce que nous mettons en place ici en hypnologie. Du moins, on s'inspire beaucoup des travaux de Francisco Varela et des gens à sa suite que nous avons déjà cités. Pierre Vermersch, Claire Petit-Mangin, et là on est vraiment dans le très concret, là. On n'est plus sur des traditions qui ont des centaines d'années, on est sur des gens à la pointe de la science moderne et qui ont été inspirés, notamment, par Chogyam Trungpa. Donc voilà pourquoi je suis allé chercher sa classification à lui en particulier, pour le dire d'une autre façon, parce que cet homme, il y a 40 ans, a dit des choses qui aujourd'hui influence la recherche sur les neurosciences. Donc, intéressons-nous un peu à son point de vue. 6 mouvements possibles. Colère, haine, aversion, rejeter le réel tel qu'il se présente. Avidité, désir d'avoir plus. Et ça, c'est le côté manque de possession. C'est le 6e. Les 5 autres, on les a déjà dit. Et un petit focus sur ça. Dans l'extrême richesse et extrême pauvreté, il y a le même mouvement qu'on appelle avidité, besoin de posséder plus. Et là, c'est pas seulement envie d'avoir, là c'est un besoin physique. On le dit aussi, impossibilité d'être comblé. Alors Chogyam Trungpa, il prend des images qui viennent du folklore tibétain terribles pour ces histoires-là. Il dit que ce serait comme une espèce de bestiole avec un ventre qui est grand comme une planète et une gorge qui est grande comme le chat d'une aiguille. Il ne peut pas se combler. C'est une image. Hein. Avidité, désir d'avoir plus. Et puis, ignorance, dont on a parlé, désir, attachement. Vouloir, et pire, vouloir garder. Parce que ça ne va pas être possible de garder. Envie, jalousie, incapacité de se réjouir pour autrui. Et orgueil, fierté, besoin de se comparer à l'autre. Ce qui va toujours finir par nous irriter, de se comparer à l'autre. On trouvera toujours un truc... Vous voyez en quoi ça nous pourrit la vie de se comparer à ça pourrit la vie de l'autre aussi. Eh
bien, voilà pour quelques clichés des mouvements émotionnels. Alors, sur quoi se base toute cette idée-là? Et c'est là que ça rejoint ta question, Hermel. Tout ça se base sur l'idée que l'esprit fait un mouvement en relation avec un objet et la façon dont il est conditionné, et en relation avec le fait que quelque chose dit « c'est moi et… », virgule, 3 petits points. Et en l'occurrence, la fin de la phrase, c'est « c'est moi et j'ai plein d'émotions sur base du fait que je perçois l'objet de telle manière », ça m'irrite toujours un peu, de telle manière, oh le nuage, et c'est moi qui fais expérience de ça et j'ai des émotions sur cette base-là. Maintenant, pour finir, entrons dans le truc un peu plus concret, quoi. Je vois, alors je vais regarder personne en particulier, mais je vois Albert et je me dis, je peux pas le blairer, quoi. Il m'énerve et je suis déjà, vous voyez, la colère est venue. Alors que ça n'a, je ne sais pas ce que c'est, ce que je vois. Peut-être, d'accord, c'est de la matière et là tout de suite ça s'appelle Albert, mais qu'est-ce qu'il y a vraiment dans cette personne-là tout de suite? Je n'en sais rien. Je n'ai que l'image conditionnée de cette personne sur base de ce que j'ai cru voir de lui les fois d'avant. Et sûrement des gens qui ont la même tête que lui. Et sûrement des gens qui ont à peu près les mêmes mimiques que lui. Mais ce qu'il est lui réellement, je ne le perçois pas. Et quand bien même il aurait fondamentalement changé, parce que je ne l'ai pas vu depuis 1 an, et que c'est plus du tout la même personne, parce que c'est plus les mêmes atomes, c'est plus les mêmes cellules, c'est plus la même personnalité, etc. Quelque chose est conditionné, se surimpose et fait « Toi, connard ». Mais je ne vais pas lui dire comme ça, je vais le penser. Et la colère se déploie, le mouvement se déploie. Imaginons maintenant un autre, je vais tous les appeler Albert. Imaginons par exemple un Albert qui arrive et « Il est beau, c'est mon Albert, et je l'aime ». Et là, désir, attachement, je le veux et je veux le garder. Et ça va ouvrir la porte à des souffrances terribles parce que, il a le droit de se barrer. Alors le jour où il va se barrer, je ne vais plus l'aimer du tout. Et puis surtout, il peut lui arriver quelque chose. Enfin, je veux dire, il peut disparaître, quoi. Et là, l'émotion très très forte de vouloir conserver, elle va me faire terriblement souffrir. Je pourrais vous faire tous les autres comme ça, mais je pense que vous avez compris le processus général. Donc, pour conclure, Thomas, c'est toujours amusant parce qu'à chaque fois je prépare le plan du cours, et à chaque fois à la fin du cours, je me rends compte que j'ai pas fait la conclusion. Mais voilà, qu'est-ce que je pourrais dire en conclusion? Le bouddhisme Mahayana, dans la voie de Chittamatra, propose un modèle cognitif sur base de 5 agrégats de composition de l'individu, un système cognitif de 8 consciences sur lesquelles vont se créer des réactions émotionnelles qui nous posent des problèmes dans la vie quotidienne. Pourquoi est-ce que nous présentons Pourquoi nous présentons ce modèle-là aujourd'hui en hypnologie? Pour éventuellement pouvoir en récupérer des parties, ou l'ensemble pourquoi pas, pour proposer d'une part des méthodologies spécifiques et des solutions thérapeutiques. Alors on essaye d'éviter le mot thérapeutique, donc des solutions de développement personnel, de pacification des émotions et de rééducation mentale et émotionnelle. Voilà, des solutions pour le bien-être des individus.